Bien. Bien. Donc ce que je me suis évertué à faire avec un peu de succès, j'espère, au cours de la première partie de cette séance, c'est de vous convaincre de l'idée que si jamais l'identité est nécessaire, ça peut avoir une certaine importance pour d'autres questions que des questions de métaphysique générale. Okay. Ce que je veux faire maintenant, ça ne va pas nous prendre la totalité de la deuxième partie, mais c'est juste vous présenter un argument célèbre, parce qu'il est dans un sens très simple, une fois qu'on l'a compris, en faveur de l'idée de la nécessité de l'identité. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi les zombies sont si importants pour les philosophes aujourd'hui. Aussi bêtement que ça. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à des possibilités lointaines quand on traite, par exemple, de philosophie de l'esprit. C'est pas le seul intérêt de la thèse, mais c'en est un. Okay. Donc, quelle est la thèse, encore une fois? Supposons que Clark Kent soit identique à Superman. Aurait-il pu ne pas être identique à Superman? Okay. Autrement dit, pour utiliser la manière acceptée de parler par les philosophes, y a-t-il un monde possible dans lequel Clark Kent existe, mais il n'est pas identique à Superman? Okay. Soit que dans ce monde, Superman n'existe pas, soit qu'il existe, mais qu'il soit identique à quelqu'un d'autre, à Arnaud par exemple. Donc la thèse de la nécessité de l'identité, elle nous dit non. Si Superman est identique à Clark Kent, il est non seulement dans notre monde, mais il est dans tous les mondes possibles. L'argument canonique tel qu'il est discuté aujourd'hui, il est attribué à Saul Kripke dans cet ouvrage qui a façonné une bonne partie de la philosophie du langage et de la métaphysique du XXe siècle, Naming and Necessity, qu'on étudiera en philosophie du langage un peu plus particulièrement, mais il remonte déjà à un article de Roosbarkan Marcus en 1947. Ah, l'erreur du jour. C'est fait une petite pause après la pause. Ne pas lire. Okay. Donc vous êtes... Pardon, je m'interromps moi-même dans mon élan. Vous êtes en philosophie, vous êtes dans une faculté de lettres et de sciences sociales. Vous seriez bien sot de ne pas avoir une pile de livres en papier près de votre fauteuil, près de votre lit, près de votre bureau, loin de votre téléphone, et de ne pas lire tous les jours tout un tas de choses. En philosophie, en littérature, de ne pas lire des classiques, pas lire juste les journaux, les nouvelles, c'est très pénible, on sait toujours ce qui s'est passé, c'est pas très important à l'arrivée de l'actualité, il n'y avait pas besoin de... Mais lisez des grandes œuvres, aussi bien en philosophie qu'ailleurs. Voilà, tentative un petit peu de vous convaincre de lire. Bien. Comment est-ce qu'on prouve la nécessité de l'identité? Pour vous présenter cet argument, je vous présente d'abord un argument analogue qui est très simple. Première prémisse, Superman est super fort. Okay, on admet que cette prémisse est vraie. On la symbolise par F de A. Quand vous avez A, en général, en logique, par convention, c'est que vous avez un nom propre. Et F, c'est être super fort. Deuxième prémisse, Superman est identique à Clark Kent. Okay. Troisième prémisse, si Superman est identique à Clark Kent et que Superman est super fort, alors Clark Kent est super fort. D'où vient cette troisième prémisse? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'il faut accepter ça? Oui. C'est l'argument de la nécessité que vous avez ajouté tout à l'heure? Non, c'est pas l'argument. Là, je ne parle pas de nécessité ici. Si Superman est identique à Clark Kent et que Superman est super fort, alors Clark Kent est super fort. C'est effectivement. Lucie? C'est le principe d'indiscernabilité des identiques. Exactement, c'est le principe d'indiscernabilité des identiques. On a deux choses identiques, s'il y en a une qui a une propriété, l'autre elle a la même propriété. Conclusion, Clark Kent est super fort. D'accord? Superman est super fort. Si Superman est identique à Clark... deuxième prémisse, Superman est identique à Clark Kent. Si Superman est identique à Clark Kent et que Superman est super fort, alors Clark Kent est super fort, donc Clark Kent est super fort. Bien, c'est un argument très simple. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quasiment le même argument, sauf qu'à la place de être super fort comme prédicat, on va avoir être identique à Superman. Okay. Ou être identique à X pour tout X. On va voir ça dans un instant. Hein. Donc c'est la même structure d'argument, l'argument pour la nécessité de l'identité. On commence par une propriété de l'identité dont je vous ai parlé en début de séance, qui est que l'identité, elle est réflexive. Tout objet est nécessairement identique à lui-même. Okay.
Là, on sait que c'est nécessaire, la réflexivité de l'identité. Hein. C'est pas possible que vous ne soyez pas identique à vous-même. Quand vous pensez à des mondes possibles, de la même façon qu'on n'arrive pas à penser à un monde possible dans lequel 2 plus 2 font 5, on n'arrive pas à penser à un monde possible dans lequel il y a des objets qui ne sont pas identiques à eux-mêmes. Donc l'identité à soi-même, ça c'est nécessaire. Ce n'est pas la nécessité de l'identité ici, hein, c'est juste la nécessité de X vis-à-vis de lui-même. Ce n'est pas la nécessité de l'identité encore de X à l'égard de Y. Bien, donc ça c'est notre première prémisse et elle ne pose pas a fortiori de problème. Tout objet est nécessairement identique à lui-même. C'est ce que veut dire le carré, ça veut dire nécessairement. Ça c'est ce qu'on introduit en logique modale, que vous n'étudierez pas, en tout cas pas dans le plan du bachelor. Peut-être il y aura quelques séminaires de logique modale, mais vous avez juste besoin de savoir ça. Le carré, ça veut dire nécessairement. Deuxième prémisse, on fait une hypothèse. On dit que, on parle de deux entités. On dit que X est identique à Y. Okay. Troisième prémisse, pour tout objet X, pour tout objet Y, si X est identique à Y, alors si X a la propriété d'être nécessairement identique à X, Y a aussi la propriété d'être nécessairement identique à X. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça correspond à la prémisse tout à l'heure, au sujet de laquelle Lucie a dit c'est l'indiscernabilité des identiques. On parlait de superfort, ici on parle de cette propriété d'être identique à X. Okay. Donc, on sait que X et Y sont identiques. On sait que X, il a cette propriété d'être identique à X. Il a nécessairement cette propriété. Donc, on peut conclure, il a la propriété d'être nécessairement identique à X. Hein. Ça, c'est la propriété de X, il a la propriété d'être nécessairement identique à X. Donc, on peut conclure que Y, qui est identique à X, il a lui aussi la propriété d'être nécessairement identique à X. Ça, c'est la conclusion qui nous intéresse. Nécessairement, X et Y sont identiques. La propriété, dans l'exemple précédent, la propriété dont je vous parlais, c'est être super fort. Dans cet exemple-là, c'est la même structure d'argument, mais la propriété dont on parle, c'est la propriété d'être nécessairement identique à X. Okay. X est nécessairement identique à X, c'est notre première prémisse. On sait que X est identique à Y. On sait que Y partage toutes les propriétés de X, c'est notre principe d'indiscernabilité des identiques. Donc on en conclut que Y, je vais directement à la conclusion, que Y est nécessairement identique à X. D'accord ? Ça c'est ce qu'on voulait, c'est ça la nécessité de l'identité. Hein ? Ce qu'on sait maintenant, c'est que pour tout X, pour tout Y, si X est identique à Y, alors X est nécessairement identique à Y. L'identité c'est symétrique, donc vous pouvez écrire X est identique à Y ou Y est identique à X, c'est la même chose. Donc ça, c'est la prémisse qu'on veut. C'est ce qui dit la nécessité de l'identité. Si deux objets sont identiques entre eux, alors ils sont nécessairement identiques entre eux. Ça, c'est ce dont on a besoin pour faire marcher l'argument des zombies, de l'âme sans le corps, etc. Si deux objets sont identiques, ils sont nécessairement identiques. Comment est-ce qu'on a obtenu cette conclusion? En considérant non pas la propriété être super fort, mais la propriété être nécessairement identique à soi-même. Et cette propriété-là, on l'a trivialement par notre première prémisse, d'accord? Ou si vous pensez que ça c'est l'argument. Okay. Après, vous pouvez le contester de différentes manières, mais il est dur à contester, parce que vous devez soit attaquer la première prémisse, autrement dit dire, est-ce qu'il y a des cas où il y a des objets qui ne sont pas identiques à eux-mêmes? Vous arrivez à trouver, vous avez un contre-exemple, Guillaume? C'est juste deux petites questions par rapport au langage logique. Ouais. Ça signifie quoi le circonflexe? Ça veut dire et, pardon, et. Hein, ça c'est et, ça c'est pour tout, les a à l'envers, et ça c'est nécessairement. Et le égal c'est identique. Et la flèche c'est si alors. Et puis juste la deuxième question, c'est sous une formulation équivalente courante, pourquoi est-ce que le fait que X soit identique à Y implique que X est nécessairement identique à X? Alors, le fait que X soit identique à Y dans la formulation alternative, ça n'implique pas que... oui, faites attention aux parenthèses, ça n'implique pas que X soit nécessairement identique à X. Ça implique que si X est nécessairement identique à X, alors X est nécessairement identique à Y. Okay. Mais je la passe ici sous silence pour avoir la chose plus simple avec les prémices. Prenez juste la formulation que j'ai mise là, ça suffit pour comprendre l'idée. Hein. Donc le coup de génie de cette preuve de Roos-Barkan, Marcus et de Saul-Kripke, c'est de dire, on va juste prendre la propriété d'être identique à soi-même. Okay. Si chaque chose a la propriété d'être identique à elle-même,
Alors, si une chose est identique à une autre, ben, cette autre chose, elle va aussi avoir la propriété d'être identique à la première. Donc, notre identité, elle va être nécessaire. Ça, c'est le point central ici. Hein. Ça, c'est la thèse de la nécessité de l'identité, en 3 coups de cuillère à peau, pour ainsi dire. Hein. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est le contenu de cette preuve qui est assez... une fois que vous l'avez attrapé, c'est bon. Moi, je trouve que le truc pour l'attraper, c'est de vous dire revenez à la preuve précédente, si Superman est super fort et que Superman est identique à Clark Kent alors que Clark Kent est super fort. Okay. Ici, on avait comme propriété F, c'était être super fort. Dans la preuve suivante, ce qui correspond à F, c'est être identique à X. Okay. Ça, c'est notre autre propriété maintenant. On a d'abord X qui a la propriété d'être nécessairement identique à X. On a X qui a la propriété d'être nécessairement identique à X. X est identique à Y, donc Y a aussi cette propriété d'être nécessairement identique à X. Et ça, c'est notre nécessité de l'identité. D'accord ? Donc, c'est un argument qui a eu une grande influence parce qu'il est très difficile à contester. Pour quelle raison ? Il s'appuie sur 2 prémices essentielles. Là, vous avez juste une hypothèse. Vous avez 2 prémices essentielles. Chaque chose est nécessairement identique à elle-même. Et la deuxième prémisse, c'est le principe d'indiscernabilité des identiques. Donc, ces 2 prémisses qui sont... Courage si vous voulez vous y attaquer, d'accord ? Si vous voulez vous y attaquer, il faut pouvoir montrer soit d'un côté qu'il y a des choses qui ne sont pas identiques à elles-mêmes. Si vous en trouvez une, vous nous faites signe parce que vous allez révolutionner la métaphysique. Et puis la deuxième chose, c'est pareil, vous révolutionnez aussi la métaphysique si vous trouvez quelque chose, 2 choses qui sont telles que elles sont identiques mais elles ne partagent pas toutes leurs propriétés. Oui. Et à ce moment-là, ce que pourrait faire par exemple Leibniz, c'est attaquer le prémisse numéro 2 en disant cette histoire d'identité, elle est possible théoriquement, mais de fait, il n'y a jamais 2 choses qui se ressemblent. Il y aurait un angle d'attaque quelque part. Non, alors attention, Leibniz, c'est pas contre ça. Hein. Il a pas, je ne crois pas qu'il ait envisagé cette question de la nécessité de l'identité. Là, on ne parle plus du principe d'identité des indiscernables. Hein. On a clos ce chapitre, on a dit, c'est difficile pour Leibniz de le définir. Dans le cadre de son système, ça marche, mais il faut accepter beaucoup d'autres hypothèses. Là, on parle d'une propriété générale de l'identité qui doit être accepté aussi bien par Leibniz que par ses adversaires, qui est de dire à chaque fois que vous faites un jugement d'identité, vous faites un jugement nécessaire, aussi nécessaire que 2 plus 2 égale 4, ou que chaque chose est identique à elle-même. D'accord ? Ça, c'est le point important. Donc les jugements d'identité, autrement dit, chaque fois que vous utilisez le terme être identique à, vous faites un jugement qui a une force modale très élevée. C'est pas comme quand vous dites X porte une chemise, ou X a 3 cheveux, ou X fait des études de philosophie. Tout ça, c'est des jugements qui sont contingents, d'accord ? Mais vous avez des jugements qui sont nécessaires. Et à chaque fois que vous utilisez être identique à, ça, c'est un jugement nécessaire. Ça, c'est la conclusion de cet argument-là. Donc ça fait du prédicat d'identité un prédicat très bizarre. C'est un prédicat que vous ne pouvez pas utiliser dans des formulations simples, sans faire un jugement nécessairement vrai ou nécessairement faux. D'accord ? Donc si vous vous trompez sur une identité, autrement dit, vous le faites nécessairement, ou si vous avez juste toujours et partout, donc, autrement dit dans tous les mondes possibles. D'accord ? Bien. Je pense vous en avoir dit assez sur cette question de la nécessité de l'identité. Elle a un grand intérêt pour tout un tas d'arguments aujourd'hui, et elle se montre assez facilement sur la base de principes métaphysiques difficiles à contester. Chaque chose est nécessairement identique à elle-même, et le principe d'indiscernabilité des identiques. Ça, c'était la partie la plus abstraite et la plus casse-tête. On va passer à des choses un peu plus concrètes maintenant. Donc, je fais juste un petit résumé de ce qu'on a vu sur l'identité avant de passer dans la dernière demi-heure progressivement à notre deuxième grande question, à savoir la persistance. Donc, l'identité numérique. Donc, on a distingué l'identité numérique ou l'identité qualitative. Hein, avoir les mêmes propriétés, puis faire une seule chose. L'identité numérique, c'est une relation que chaque chose entretient avec elle-même et avec aucune autre. Vous êtes tous identiques avec vous-même et vous n'êtes identiques à personne d'autre. C'est une relation qui est symétrique. Si A est identique à B, alors B est identique à A, qui est réflexive, chaque chose l'entretient avec elle-même, qui est même totalement réflexive, qui est transitive, pardon, j'aurais dû mettre, plutôt que réflexive, sinon je me répète. C'est une relation qui est primitive. Je vous ai suggéré que c'était très difficile de la définir. C'est une relation qui est nécessaire. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a 2 principes qui connectent l'identité et l'indiscernabilité, ou le fait qu'on se ressemble, qu'on partage des propriétés. Il y a le principe d'indiscernabilité des identiques, qui dit que si A et B sont numériquement identiques,
alors ils partagent toutes leurs propriétés. Ça, très largement admis. Et il y a le principe d'identité des indiscernables qui dit si A et B partagent toutes leurs propriétés, alors ils sont identiques. Et ça, c'est beaucoup plus débattu. Et on a vu, c'est le principe donc, de Leibniz, que défend Leibniz. Et on a vu différentes manières, différentes objections à l'encontre de ce principe. Ça, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Si vous arrivez ici, chacun de ces points ouvre dans votre tête un sentiment de compréhension parfaite, de luminosité absolue, c'est que vous avez tout bien compris. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est maintenant que vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui restent floues là-dessus? Gabriel. Donc on a montré que l'identité est nécessaire, mais quel type d'identité? L'identité numérique? Numérique, oui, oui. Okay. Pardon, quand je dis l'identité tout court, sans préciser, et pas que moi en philosophie en général, c'est toujours l'identité numérique. Hein. Donc quand vous avez l'égalité en logique, c'est l'identité numérique. Quand on parle d'identité quand on veut parler d'identité qualitative, on précise qualitative à chaque fois, parce que c'est censé être un sens moins fondamental, l'identité. Hein. Et à propos de l'identité personnelle, ouais. On est en train de dire aussi que l'identité personnelle, c'est nécessaire. Oui, alors on va pas parler directement d'identité personnelle ici, mais s'il y a une identité personnelle, on peut penser, peut-être espérer qu'il y en a, donc on reste le même à travers le temps, alors c'est une identité numérique, donc c'est une identité nécessaire aussi. Hein. On n'aurait pas pu ne pas être le même numériquement. Peut-être qualitativement, on aurait pu changer. Hein. La vraie question difficile pour l'identité personnelle, c'est comment est-ce qu'on peut changer qualitativement, devenir meilleur philosophe, devenir, je ne sais pas quoi, moins bon à se ronger les ongles des pieds, comme on sait faire quand on est bébé, puis qu'on ne sait plus faire quand on est plus vieux, etc. Donc on gagne, on perd des capacités, mais on reste la même personne. Okay. Ça, c'est le défi de l'identité personnelle. Mais la même, en principe, c'est la même numériquement, hein, si on veut prendre la chose au sérieux. Après, vous avez des solutions qui disent on n'est pas exactement numériquement le même, mais quelque chose de proche. Mais ça, on n'étudiera pas, nous, la question de l'identité personnelle ici, qui est une question à l'interface de la philosophie de l'esprit et de la métaphysique. Oui. L'identité numérique est une relation primitive, c'est quoi déjà? On ne peut pas la définir. Primitive, c'est juste... on peut la décrire, on peut donner ses propriétés, comme on le fait là, mais vous ne pouvez pas l'analyser en termes d'une autre relation, en termes d'autre chose de plus fondamental. Là, on touche quelque chose qui est un socle métaphysique où vous ne pouvez pas analyser plus avant, comme une forme d'atome conceptuel, si vous voulez. Vous ne pouvez pas l'analyser en termes d'autres notions. Oui. Du coup, la métaphysique, elle ne tranche pas le débat de savoir si c'est vrai partout dans tous les mondes ou si c'est faux dans tous les mondes. Non, et de manière générale, c'est pas le but de la... Elle fait pas de l'épistémologie, quoi. Elle pose pas la question de savoir est-ce que c'est vrai ou faux, mais elle dit c'est soit vrai partout, soit faux partout. Alors oui, ça c'est le résultat de l'argument que je vous ai donné. Ouais. Et c'est pas la métaphysique qui montre ça, c'est la thèse de la nécessité de l'identité qui montre ça. Okay. Cette thèse-là, elle est largement admise. Il y a toujours, il y a eu Gitsch par exemple qui a dit non, l'identité elle est relative à des sortes, donc on peut essayer de trouver des notions d'identité qui sont plus souples que ça. Donc elle ne fait pas l'unanimité. Vous verrez qu'en philosophie, il n'y a aucune thèse qui fait l'unanimité, même les plus fortes. Mais là, j'insiste sur le fait que ça fait partie des thèses, comme l'identité, l'indiscernabilité des identiques et la nécessité de l'identité, ou le fait que l'identité est primitive, ça fait partie des thèses qui, en tout cas, entraînent avec elle une grande majorité des métaphysiciens. Mais quand dans votre question, vous me dites la métaphysique, elle tranche pas ça, la métaphysique, c'est juste un domaine de recherche. Un domaine de recherche, il ne tranche rien. Il y a plein de gens dans ce domaine qui vont avoir des opinions très opposées, y compris sur l'identité. Et donc ce que je vous dis là, c'est juste un peu de la sociologie du domaine, en disant la grande majorité accepte ça, mais il y en a d'autres qui vont quand même dire « Ah non, moi je ne crois pas à la nécessité de l'identité. » Donc il n'y a pas le domaine ne tranche pas dans un sens. Clark Kent est identique à Superman. Ouais. Cette prémisse-là, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'il est vraiment identique à Superman ou pas. Alors cette prémisse-là, Clark Kent est identique à Superman, ça c'est juste une prémisse qu'on pose comme hypothèse. Cette hypothèse, on ne peut pas la trancher si elle est vraie ou fausse. Non, on ne peut pas. Mais ça c'est une chose qu'il faut que vous gardiez en tête et ce qui est utile pour vous tous, c'est qu'une règle absolue en philosophie, partout ailleurs, c'est que vous pouvez faire des hypothèses autant que vous voulez. Okay. Et le propre d'une hypothèse, c'est très bien dans vos travaux, c'est que vous n'avez pas à donner des arguments pour cette hypothèse. Ça, c'est l'avantage d'une hypothèse. Okay. Vous pouvez même faire des hypothèses absurdes ou des hypothèses très controversées. Vous pouvez dire je fais l'hypothèse que le dualisme est vrai, je fais l'hypothèse que Dieu existe, je fais l'hypothèse. Vous pouvez faire toutes ces hypothèses-là. Cette hypothèse-là, on prend le principe des identiques, on l'applique à tout.
vous pouvez prendre ce principe-là, vous pouvez prendre plein d'autres principes, vous pouvez faire plein de démonstrations sur la base de cette hypothèse, vous pouvez montrer que sous l'hypothèse que Dieu existe, blablabla, avoir une conclusion. Qu'est-ce que vous avez montré quand c'est le cas comme ça? Vous avez montré que sous l'hypothèse que Dieu existe, cette conclusion est vraie. Okay? Évidemment, il reste à montrer maintenant, savoir si Dieu existe, mais c'est très important en sciences, en philosophie, partout ailleurs, de se dire qu'on peut faire des démonstrations sous certaines hypothèses. Okay? Les hypothèses, vous n'avez pas à les défendre, c'est le grand avantage, mais le grand désavantage, c'est que, enfin, le coût que ça a, c'est que votre conclusion, elle n'est vraie que sous cette hypothèse que vous n'avez pas démontrée. Exactement. Hein, donc vous dites, moi je ne vous ai pas dit que Dieu existait, je ne vous l'ai pas montré, j'ai fait l'hypothèse qu'il existait et que sous cette hypothèse, il suivait telle ou telle chose. Oui. Est-ce que c'était Superman, mais l'hypothèse Clark Kent et Superman, ouais. c'est valable dans un monde imaginaire. Si on... ouais. Voilà, là dans... Okay, oui. Identique. Si on vient dans le monde de la vie civile, Clark Kent n'est plus égal à Superman. Alors qu'est-ce qu'on va... C'est pas parce que Superman est fort que Clark Kent est fort. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas une hypothèse nécessaire. Alors c'est vrai que c'est un exemple de fiction. Qu'est-ce qui se passe si l'identité est nécessaire et si c'est vrai que dans la nouvelle, dans le film, Clark Kent est identique à Superman, que l'un est super fort donc l'autre est super fort, il doit en résulter, d'après le principe de la nécessité de l'identité, que dans tous les mondes possibles, Clark Kent est identique à Superman, y compris chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous en fait? C'est que Clark Kent, il n'existe pas, et Superman, il n'existe pas non plus, forcément, c'est une seule et même chose. Donc ça reste vrai que les deux sont nécessairement identiques, même dans des mondes où il y en a qui n'existent pas. Ah non, pardon, alors là, c'est deux personnages, vous voyez, c'est le Superman, c'est... si c'est le nom de l'acteur, très probablement le jugement d'identité n'est pas vrai, parce que si vous dites quel est un nom d'acteur... si vous dites tel acteur qui joue Superman est identique à Superman, c'est probablement le jugement d'identité est faux. Voilà. Ça va? Bon, alors, dernière petite chose sur l'identité, et puis on ouvre un nouveau chapitre pour nous rafraîchir un peu. Nous, on a parlé jusqu'ici de ce qu'on appelle parfois l'identité synchronique. Okay? C'est-à-dire l'identité de deux choses à un moment donné. Le tableau au-dessus de la commode est mon tableau préféré. Il va y avoir une autre notion d'identité, qu'on a touché du doigt à l'instant en parlant d'identité personnelle, qui est l'identité diachronique. Enfin, ce n'est pas une autre notion d'identité, c'est toujours la même notion d'identité numérique, mais qui se déroule dans différentes espèces. Et ça, c'est l'identité à travers le temps. Si vous dites le tableau au-dessus de la commode est le tableau que mon grand-père a hérité de son grand-oncle. Là, vous identifiez un objet à un certain moment, un autre objet en apparence passée, en disant c'est un seul et même tableau. D'accord ? Ce tableau-là, que tu as maintenant dans les mains, c'est le tableau dont ton grand-père a hérité. Ces deux objets, c'est un seul et même objet. Donc c'est bien de l'identité numérique. Pour comprendre cette identité numérique à travers le temps, notamment, on va devoir maintenant s'intéresser à une autre grande notion métaphysique, qui est la notion du temps. Et nous, on va le faire en se focalisant sur cette notion qui va faire l'objet de notre deuxième chapitre maintenant, duquel je vais vous dire quelques mots dans les 20 minutes qui nous restent, la notion de persistance à travers le temps. Donc, vous savez maintenant tout de l'identité, et armé de cette notion métaphysique fondamentale, j'ai hésité à commencer par l'identité parce que, comme je vous disais, c'est un peu aride, mais elle est tellement fondamentale dans toutes les autres réflexions qu'on a que c'est bien maintenant d'avoir ces armes en main. On veut comprendre la persistance à travers le temps, et puis on va traiter un certain nombre de questions. Je vous ai juste mis les noms ici, mais je ne vais pas parcourir tout ça. Donc la première distinction qui va nous intéresser ici, c'est la distinction entre continuant et occurrent. Certains d'entre vous ont déjà vu cette distinction pour ceux qui ont suivi l'introduction au bachelor en ontologie formelle, donc il y aura une petite répétition, j'en suis désolé. Mais pour les autres, ça devrait être nouveau. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Allez-y là, c'est pas une question difficile. Oui. Du foot. Vous en voyez du. Ouais. Plus précisément, quoi d'autre? Ouais. Ouais. Allez-y. J'ai oublié votre prénom, pardon. Oui. Oui, vous. Et je remarque même que c'est la Corée du Nord qui joue. Donc il y a une équipe qui a intérêt à ne pas perdre. Voilà, il y en a toujours une qui a intérêt à ne pas perdre. Spécialement intérêt à ne pas perdre. Ok, donc vous voyez quoi? Dites-moi ce que vous voyez.
Oui. Un match de foot en cours. Ah, très bien. Un match de foot en cours. Vous voyez quoi d'autre? Une action définie. Une action définie. Ouais, bah, vous ne commencez pas par ce que je pensais, mais c'est bien. André? Un joueur et un ballon en mouvement. Un joueur et un ballon en mouvement. Ok. Donc on voit un match de foot en cours, on voit un joueur, on voit un ballon, on voit des joueurs, on voit des gradins, on voit un mouvement, même si c'est une photographie, on voit quand même que ça bouge. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il y a une opposition qu'on utilise énormément en métaphysique, qui a reçu différents noms, mais nous ici on retient cette terminologie un peu barbare, continuant versus occurrent, qui est l'opposition suivante. Du côté des continuants, on inclut les entités suivantes. Continuants biologiques, les personnes, les animaux, les arbres, les organismes, les cellules, blablabla. Continuants physiques, les montagnes, les pierres, les cols, les vallées, le soleil, les galaxies, les comètes, les nuages, les continents, les atomes. Continuants sociaux, les universités, les pays, les députés, les frontières, le décanat, les entreprises, les artefacts, les ordinateurs, les amphores, les routes, les menottes, les bateaux, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des continuants. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des occurrents. On a aussi des occurrents biologiques, une vie, un accouchement, une maladie, la photosynthèse, la croissance d'une plante, la reproduction cellulaire, des continuants physiques, des avalanches, les couchers de soleil, le Big Bang, des collisions de particules, des éclipses, des tempêtes, etc., des continuants sociaux, des conférences, des élections, un match de tennis, un match de foot, des discussions, une séance de cours, des actions, cuisiner, chanter, construire une maison, écouter, nager. Okay. Donc si vous reprenez ces deux listes, j'espère que vous sentez, comme dirait Wittgenstein, un air de famille entre les continuants et les occurrents. Si je vous donne un nom maintenant supplémentaire, la sonnerie de la cloche, par exemple, qu'on vient d'entendre, vous la rangez de quel côté? Sonnerie de la cloche, continuant ou occurrent? Occurrent, ok. La cloche? Continuant. Donc, on a là une distinction, et je peux multiplier les exemples comme ça. La question que je vous pose maintenant, continuant, occurrent? Occurrent, moi? Continuant. Bon, et vous voyez, juste assez facilement, pour un grand nombre de choses auxquelles vous pouvez penser, juste en lisant les exemples, vous arrivez à les classer d'un côté ou de l'autre. Peut-être pas toutes, on verra qu'il y a quelques choses qui sont difficiles à placer dans cette distinction, mais en tout cas, un grand nombre de choses, on sent la distinction. Le défi maintenant pour nous, c'est d'essayer de la caractériser précisément, c'est-à-dire où se situe exactement cette distinction-là. Alors, est-ce que vous avez des suggestions? Et dans un premier temps, tous ceux qui ont suivi le cours d'ontologie formelle, vous, Lucie, André Arnaud, je crois que vous étiez aussi, non? Je ne sais plus. Vous n'avez pas le droit, mais les autres, vous avez le droit. Oui. Je mettrais dans les continuants les sujets et dans les occurrents les actions. Alors on peut dire les continuants c'est les sujets, les occurrences c'est les actions. Mais vous voyez que les sujets ça va être un peu trop étroit parce qu'une pierre c'est pas vraiment un sujet. Si une pierre qui roule, du point de vue littéraire, c'est Okay. le sujet de la phrase. Ah, donc une conception large du sujet. Et du point de vue des occurrents, vous allez aussi avoir une conception large de l'action, où rouler c'est aussi une action. C'est bien, et c'est une manière de tracer la distinction, mais peut-être que pour aller un cran plus loin, on veut comprendre la différence entre les sujets et les actions ici. Est-ce que c'est juste une distinction grammaticale, si on s'appuie sur le langage, comme vous êtes tenté de le faire dans votre réponse, ou est-ce que c'est une distinction plus fondamentale métaphysiquement? Parce qu'on peut aussi prendre des actions comme sujet, on peut aussi dire le cri de Julie était désespéré. À ce moment-là, le cri, ça devient un sujet grammaticalement. Donc on veut peut-être la notion de sujet ici, si elle est purement grammaticale, elle nous conduit un petit peu à inclure dans les continuants des choses qu'on ne veut pas. Et si elle n'est pas purement grammaticale, on a besoin de comprendre un peu plus que c'est que cette notion de sujet ici. Oui. Les occurrents ont un début et une fin. Les occurrents ont un début et une fin. Oui. Et pas vous. Alors, donc, vous êtes un continuant. On a un début et une fin, notre naissance, notre mort. Mais vous approchez de quelque chose qui va avoir... On sent qu'il y a une différence avec le temps là, qui joue dans cette histoire-là. Mais où est exactement située cette différence? Attendez, je prends dans l'ordre les questions. Oui. De compléter, je dirais, par soi-même.
qui a un début et une fin par soi-même. Enfin, moi, je meurs parce qu'il y a ma mort. Et donc, du coup, ma mort, c'est un occurrent qui intervient dans moi qui suis un continuum. C'est pas mal du tout. Donc, l'idée, c'est que ce qui a plus fondamentalement un début ou une fin, c'est pas directement vous, c'est quelque chose d'autre. Il faudrait dire quoi exactement maintenant, mais vous prenez fin en vertu du fait que quelque chose d'autre prend fin. C'est quoi qui prend fin quand on meurt? La vie. Okay. Donc une chose assez naturelle à dire, c'est de dire, quand on meurt, nous, c'est la fin de notre vie. Okay. Notre vie, c'est quoi? C'est un continuum ou un occurrent? Occurrent. Ah, mais vous étiez aussi, Jessica et Maureen, au cours de... Non, vous n'étiez pas. Okay. Oui. Je ne suis pas nécessairement d'accord de dire que les occurrents ont forcément une fin, parce que là, je vois, il y a des processus où ce n'est pas forcément le cas. Si on prend dans le Big Bang, l'expansion primaire depuis le Big Bang est encore actuelle aujourd'hui. Ouais. Donc, évidemment qu'un match de tennis, on espère qu'il n'est pas fini, mais je pense que ce n'est pas le cas. C'est vrai, il y a une question de savoir est-ce qu'il y a des occurrents qui sont infinis, peut-être la vie de l'univers, pour ainsi dire, entre guillemets. Hein, est-ce que ça ne va pas continuer à s'étendre ad vitam aeternam? Donc, la notion de fin, elle est plausible pour certains occurrents, au moins pour le Big Bang, c'est pas complètement clair. Enfin, ça faudrait voir après ce que disent les astronomes. Je ne sais pas si on envisage une expansion éternelle ou pas, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y ait des occurrences sans fin. Est-ce qu'il y avait une autre suggestion? C'est vous, André? D'autres suggestions pour bien tracer la distinction entre les deux? Oui. Toujours au niveau du temps, si là maintenant on met en pause le temps, ouais. Je sais pas, j'ai un ordinateur devant moi, vous êtes devant moi, et le cours, c'est une succession d'instants ouais. où il y a du coup plusieurs fois votre parole, ou plusieurs fois moi qui tape à l'ordinateur. Ouais. Précisément, on met en pause au milieu du cours, ouais. et le cours ne peut pas être un instant. C'est pas mal. Et donc on veut faire le contraste avec les continuums. Donc, du coup, il y a un instant pour les continuums, et l'occurrence, c'est plusieurs instants aussi. Oui. Alors c'est la direction vers laquelle on va aller. La direction vers laquelle on va aller, c'est très bien, c'est de dire les occurrents qui sont là, ils ont une extension temporelle et ils ont différentes parties temporelles. Okay. Il y a le début du cours, il y a le milieu du cours, il y a la fin du cours. Il y a le début du procès, il y a la fin du procès, il y a différentes phases temporelles, si vous voulez. Les continuants, dans la manière canonique de tracer la distinction, ils existent dans le temps, mais on n'a pas nous-mêmes de parties temporelles. Pas de la même façon que les matchs de foot ont des parties temporelles. Okay. Quand vous me regardez maintenant, vous ne voyez pas une partie temporelle d'Olivier Massin. Vous voyez moi en entier. Vous avez de la chance, je suis venu avec toutes mes parties temporelles. Pas exactement, c'est pas l'idée. C'est l'idée que quand vous avez une substance en face de vous, vous voyez la totalité de la substance maintenant. Mais ce que vous entendez maintenant entre ça et ça, vous avez juste entendu là une petite partie temporelle du cours, qui n'était pas la plus intéressante en plus. Mais vous avez entendu une partie temporelle du cours. D'accord ? Donc l'idée, que je vais détailler maintenant, c'est que les occurrents, les continuants et les occurrents, ils existent dans le temps, ils sont étendus dans le temps. Ils ont tous un début et une fin, d'une certaine manière, même si ce n'est pas de la même. Mais le propre des occurrents, c'est qu'ils ont des parties temporelles ou des phases successives. Tandis que les continuants, eux-mêmes n'ont pas différentes phases successives. Donc les continuants et les occurrents, ils ont certaines choses en commun, ils existent dans le temps. Okay. Ça les distingue de quoi? C'est quoi les entités qui n'existent pas dans le temps? Vous pouvez penser à des entités... Oui. Oui, certains disent qu'il est éternel, donc si on est éternel, on existe dans le temps. C'est juste, on existe dans tous les temps. Alors, c'est pas, il y a des débats théologiques là-dessus, des choses un peu plus prosaïques, parce que Dieu en a... Une idée, c'est pas mal, Arnaud? Les mathématiques. Les mathématiques, les nombres, typiquement, les entités qu'on appelle abstraites, on dit souvent elles n'existent pas dans le temps, d'accord? Le nombre 3, il n'y a pas un début et une fin, il n'existe pas maintenant, ou les propositions, les idées, les formules logiques, hein, pas l'écriture des formules logiques, parce que ce que je vous mets au tableau là, ça existe dans le temps et dans l'espace, ça n'y était pas avant en cours, puis ça n'y sera pas après, mais par contre, l'idée des connexions entre idées que ça signifie, ça existe en dehors du temps. Donc en général, on admet que les entités abstraites, elles existent en dehors du temps et de l'espace par ailleurs, mais là on parle du temps. Donc,
Tout ça pour dire que les continuants et les occurrents, ils n'épuisent pas la variété des choses possibles, mais en tout cas, sans doute la variété des choses qui existent dans le temps. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ont le même rapport au temps? On a l'impression que les occurrents, donc ceux qui sont à droite, sont plus étroitement liés au temps que les continuants, mais il faut essayer de mettre le doigt sur cette intuition. Alors la première manière de tracer cette distinction, qui est la principale, mais je vais vous en présenter deux autres après qui sont voisines, c'est une distinction qu'on appelle méréologique. Ça veut dire quoi, méréologique? Méréologie, c'est la discipline qui étudie le tout et les parties. Okay. La méréologie, une discipline assez formelle qui intéresse les métaphysiciens. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'idée que les occurrents ont des parties temporelles, tandis que les continuants n'ont pas de parties temporelles. Donc ce cours a un début et une fin, mais nous n'avons pas de début et de fin. Est-ce que vous voyez un problème pour cette proposition? Nous n'avons pas de phase, plutôt, je devrais dire. Est-ce que vous trouvez qu'elle est plausible? Est-ce que... Oui. Peut-être qu'il y a des phases, mais elles ne sont pas apparentes. Si on imagine un changement qui est très lent, par exemple, on a cité les montagnes. Si on regarde les montagnes, je ne vais pas vous dire que demain, il n'y a plus les Alpes. Par contre, si on pose la question dans 50 millions d'années, là, on parle de quelque chose de différent, peut-être que ça sera entièrement plat. Bien, donc les continuants, ils changent. Hein, nous aussi, si on a des continuants, vraisemblablement, on change. On change même parfois dans des délais très courts. Vous avez appris aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes parce que vous savez que l'identité est une relation nécessaire. Énorme changement, d'accord. Donc vous avez changé en l'espace de moins de 2 heures. Donc le continuant change. Est-ce que ça ne montre pas que les continuants, au fond, ils ont aussi des parties temporelles? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, il y a André du début du cours, et puis il y a André de la fin du cours, puis il y a le long André, quoi. Et en fait, c'est deux parties temporelles hein, de la même personne. Oui. Est-ce qu'elles se chevauchent simplement les parties temporelles, et du coup elles sont indiscernables les unes des autres? Chez les continuants, vous voulez dire? Oui. Non, parce que, en tout cas, dans l'exemple que je viens de prendre, il y avait André ignorant de la nécessité de l'identité, puis au moment où cet André a cessé d'exister, boum, est apparu l'André sachant la nécessité, connaissant la nécessité de l'identité. Okay, donc il n'y a pas de chevauchement ici. Ça peut arriver, mais c'est pas nécessaire ici. André, vous avez une question? Donc, ça paraît être un peu rigide comme manière de tracer la distinction entre les occurrents et les continuants. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut essayer d'élaborer cette question-là? Est-ce que c'est vrai? Comment quelqu'un qui veut maintenir que seuls les occurrents ont des parties temporelles peut se sortir de cette histoire? André? J'ai l'impression qu'on peut considérer qu'un occurrent, c'est toute la durée de sa vie, sachant la théorie des vers temporels, qu'une chose, elle est l'entièreté de ce qu'elle est dans son histoire, à travers le temps. Que moi, je ne suis pas que ce que je suis là maintenant, ou ce que j'étais au début du cours, que je suis depuis ma naissance, que pour me considérer moi, ma personne, il faut me prendre depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Et que cette entièreté, c'est moi. Que là, maintenant, je ne suis qu'une petite partie de moi. Alors, vous aviez bien commencé, puis vous avez fini en écrasant, il me semble, les deux distinctions, parce que, si vous voulez voir un match de foot, vous pouvez rater la deuxième moitié, ok? Vous pouvez partir à la mi-temps, vous avez vu à ce moment-là que la moitié du match de foot. Hein. Mais imaginez que ce soit la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui, André. Imaginez, ça ne sera pas le cas. Mais imaginez que ce soit la dernière fois. Je ne pourrais pas dire « Ah, mais j'ai vu que la moitié d'André. Okay. » C'est pas... Non, j'ai vu André. J'ai vu tout André, en un sens. Même si j'ignore tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Il y a un sens dans lequel, quand vous avez vu quelqu'un et que pour une partie de sa vie, vous ne dites pas « j'ai vu une partie de quelqu'un hein ». Par contre, vous pouvez dire « j'ai vu qu'une partie du match de foot hein ». Ça, c'est l'intuition qu'on cherche à saisir ici. Mais en même temps, on a de l'autre côté l'autre intuition qui nous dit « André, il peut changer. Okay, nous, on change tout le temps. On bouge. Les montagnes changent, etc. » Alors, l'idée, on essaye de la préciser. Un match de foot, il a différentes parties temporelles. Il a demi-temps, un coup d'envoi, des arrêts de jeu, etc. Okay. Mais le ballon de foot... il a des parties spatiales, le haut, le bas, il a différentes zones ou localités, mais il n'a pas de partie temporelle. Okay.
Vous pouvez dormir pendant la première moitié du match, okay, mais vous ne pouvez pas dormir pendant la première moitié du ballon. Hein, même type d'exemple que je viens de donner au sujet d'André. Quand vous avez vu André, vous n'avez pas dit j'ai vu que la moitié d'André jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la première intuition qu'on cherche à saisir. Je vous précise toutes les intuitions, puis on les... Quelle heure il est ? Oui, pardon. Oui, il a changé le ballon. Il a changé. Donc on a toujours ça, vous avez absolument raison, on a toujours ça comme un petit coin de notre mystère ici, c'est que d'un côté on a l'intuition claire que les occurrents ont des parties temporelles et pas les continuants, et de l'autre côté on a ce mystère qui dit les continuants ils peuvent changer malgré tout. Donc comment est-ce qu'on peut changer si on n'a pas de partie temporelle, hein ? Ça va être le problème du changement dont on va parler un petit peu plus tard. Pour l'instant je vous donne les 3 critères, et puis on essaye d'arriver à une formulation convaincante. Les dimensions, critères assez proches, on dit que les continuants ont typiquement des parties spatiales, mais qu'ils n'ont pas de partie temporelle, alors que les occurrents, ils ont des parties spatiales. Ça implique, donc notre premier critère implique le second, que les occurrents ont 4 dimensions. Ils ont 3 dimensions spatiales, mais ils ont aussi une dimension temporelle. Okay, vous avez le match de foot, il a lieu à un certain endroit, il occupe une certaine portion d'espace, même si ce n'est pas pas facile de dire exactement laquelle, mais il a aussi une 4e dimension, qui est une entité temporelle. Il a une certaine durée. Nous n'avons pas, dans le même sens en tout cas, la même durée. C'est pourquoi on dit parfois que les continuants sont des entités tridimensionnelles, alors que les occurrents sont des entités quadridimensionnelles. Je vous donne le 3e critère, et puis on essaiera de mettre tout ça ensemble la prochaine fois et de traiter ce problème du changement qui a émergé dans vos questions. C'est celui de la persistance à travers le temps. L'idée, pardon, AN, c'est l'anglicisme. L'idée ici, c'est que les occurrents et les continuants, ils ont différentes manières de persister à travers le temps. Ils existent dans le temps, ils persistent dans le temps. Qu'est-ce que c'est que pour quelque chose de persister à travers le temps ? C'est pour une chose de rester la même numériquement à travers le temps. Okay. Mais on va dire que pardon, j'ai mis les processus, qui est un autre nom des occurrents ici. Les occurrents, ils perdurent, c'est-à-dire ils persistent dans le temps en ayant différentes parties temporelles à chaque moment de leur existence, tandis que les continuants, ils endurent. Ils n'ont pas de partie temporelle, mais ils persistent dans le temps en étant, pour reprendre une formule standard, pleinement présents à chaque instant de leur existence. Donc nous, en tant que continuants, on est pleinement présents à chaque instant. On est à chaque instant qui passe, on est toujours entièrement là. Tandis que le cours, à chaque instant, vous avez juste une toute petite portion du cours, une petite tranche temporelle du cours, mais vous n'avez pas la totalité du cours. D'accord ? Donc ça, c'est la proposition, ce qu'on va essayer de tirer au clair la prochaine fois. Il nous reste en suspens la question de comprendre, si on accepte cette distinction, comment est-ce qu'on peut comprendre que les continuants peuvent changer, peuvent avoir un début, une fin, peuvent acquérir des connaissances, perdre des atomes, etc. etc. D'accord ? Mais ça, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Très bonne semaine à tous et je mets tout ça en ligne dans l'après-midi.